Bonjour à tous. Bonjour. Nous allons voir dans cette vidéo comment mettre en place un système de management de la qualité certifié ISO 9001. À travers 20 étapes que nous avons mis en place et appliquées chez nos clients, je vous propose que Thomas nous présente comment réaliser ce type de projet. Avec grand plaisir, Audrey. Voyons ceci ensemble. La première étape du projet est la présentation aux collaborateurs. En effet, la communication est un élément essentiel pour assurer le succès de ce projet. Absolument, Audrey. Comme toute gestion de projet, il faut avant tout communiquer auprès des personnes qui seront impliquées dans le projet. Donc, ce que vous pouvez faire ici, c'est faire une présentation aux collaborateurs en présentiel ou bien en visioconférence ou éventuellement par écrit si vous n'avez pas les deux premières solutions. Et on présentera d'une part quel est l'objectif de cette certification ISO 9000. On présentera ce que c'est qu'un système de management de la qualité, un terme un peu nouveau pour de nombreux collaborateurs. Ensuite, présenter les étapes et les délais du projet, l'implication de chacun, quels sont les bénéfices pour l'entreprise et pour les collaborateurs, et aussi montrer que ce projet est soutenu par la direction. Donc voilà pour cette première étape. Alors la deuxième étape du projet est de décrire le contexte. Alors, c'est-à-dire, Thomas? Alors, le contexte, c'est effectivement décrire l'environnement dans lequel évolue l'entreprise. Donc, on peut appliquer la méthode PESTEL. Donc, on aura ici les aspects politiques, les aspects économiques, les aspects sociétals, les aspects écologiques, technologiques ou légaux. Et ensuite aussi les aspects internes, si on veut. Est-ce que cette entreprise appartient à des actionnaires publics, des actionnaires privés? Est-ce qu'on a des autorités auxquelles on doit répondre? Quelles sont ces autorités? Est-ce qu'on a des groupes de pression? Est-ce qu'il y a des syndicats? Quel type de clients on a? Etc. Donc de bien définir ce contexte de l'entreprise et on fera un document qui présente ce contexte. Donc il faut définir là toutes les parties qui sont intéressées. Absolument, les parties intéressées liées à l'entreprise. Parfait, merci. La troisième étape du projet est de gérer les informations documentées. Alors à quoi ça correspond? Alors effectivement, dans ce projet, on va documenter, c'est-à-dire on va décrire comment certaines choses sont réalisées, qui peut faire quoi, etc. Donc pas mal de documentation qui va être établie. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'il faut définir, donc rédiger un document qu'on appelle parfois règlement de gestion documentaire, qui va définir quel type de document on a. Est-ce qu'on a des formulaires? Est-ce qu'on a des modes opératoires, des directives, des procédures? Qui va les mettre à jour? Qui peut les mettre à jour? Comment est-ce qu'on va les communiquer aux collaborateurs? Comment est-ce qu'on va gérer le versionning de ces documents, etc. Donc pour s'assurer que la documentation soit bien décrite, qu'elle soit comprise et qu'elle soit à jour. La quatrième étape du projet est de réaliser l'inventaire des activités. On pourrait dire aussi l'inventaire des processus. Absolument, Audrey. Donc ça, c'est une étape très importante car répondre à une question évidente, que fait-on dans l'entreprise? Quels sont les processus de l'entreprise? Quelles sont les activités réalisées dans l'entreprise? Donc si je prends un exemple ici, on a par exemple le processus ressources humaines, on aura à l'intérieur tout ce qui est lié à l'engagement du collaborateur, tout ce qui est lié à la vie du collaborateur et tout ce qui est lié au départ du collaborateur. Et à l'intérieur de l'engagement du collaborateur, on aura par exemple le recrutement, l'intégration, l'évaluation après la période d'essai. Donc on identifie toutes ces activités. On a en général entre 100 et 200 processus qui sont identifiés dans une entreprise. La cinquième étape est d'identifier les risques et les opportunités. Alors Thomas, est-ce qu'il faut identifier tous les risques? Alors non, il faut identifier les risques qui sont liés à la qualité du produit ou du service et à la satisfaction des clients. Donc ce qu'on appelle souvent les risques opérationnels. Donc si je prends un exemple ici de quel type de risque nous intéresserait, c'est typiquement les risques de panne informatique qui ferait qu'on ne pourrait plus offrir le produit ou le service au client, ou un risque de retard de livraison du produit, ou un risque de rupture de stock. Donc voilà les types de risques qui vont nous intéresser et qu'on doit maîtriser. Ensuite, il faut aussi identifier les opportunités, donc par exemple une augmentation des demandes clients ou bien une amélioration de la productivité. La sixième étape de ce projet est de décrire les activités. Alors plus précisément? Alors, on a vu tout à l'heure qu'on a identifié les processus ou les activités, qu'est-ce qu'on fait dans l'entreprise. Donc là, sur la base de certains risques, on va définir qu'est-ce qui serait nécessaire de décrire et qui serait utile pour les collaborateurs et pour l'entreprise.
Donc on va décrire des procédures de travail, on va décrire des checklists, des modes opératoires, peut-être faire des vidéos qui expliquent comment sont réalisées les activités. Alors la 7e étape du projet est de cartographier les processus que nous avons déjà identifiés dans une étape antérieure. Absolument, Audrey. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un peu une vision macro des processus. Donc on va faire une carte de processus. Donc on voit dans un exemple de carte de processus ici, on identifie les besoins des clients et puis la satisfaction des clients et la mission de l'entreprise au milieu avec les différents processus principaux. Et on fera aussi des cartes de processus pour les principaux processus. Dans cette carte de processus, ou de fiche de processus aussi, ce qu'on fera, c'est qu'on identifiera les étapes de ce processus, les grandes étapes, quels sont les risques liés, quels sont les indicateurs de ce processus, quelles sont les ressources qui sont liées, quels sont les intervenants. Donc voilà pour ces cartes de processus et fiches de processus. La prochaine étape de ce projet est de pouvoir gérer les non-conformités et les projets d'amélioration. Alors là, effectivement, c'est de capter les non-conformités pour faire en sorte que des problèmes qui ont lieu ne se reproduisent pas. Donc idéalement, on va décrire une procédure qui explique comment est-ce qu'on gère ces non-conformités. Et puis on va aussi décrire une procédure qui explique comment on gère les améliorations, les suggestions qui viennent des collaborateurs. Alors qu'est-ce qui permet, dans cette 9e étape, de pouvoir évaluer que les activités de l'entreprise fonctionnent bien? Bonne question, Audrey, c'est effectivement des indicateurs, ce qu'on appelle parfois pompeusement des indicateurs de processus. Est-ce que vos processus, est-ce que vos activités fonctionnent correctement? Donc j'ai pris ici quelques exemples. Mesurer le temps de livraison, le temps d'attente des clients, le nombre d'erreurs survenues, la satisfaction des clients. Donc vous allez avoir des indicateurs qui donnent des informations sur ce qu'on appelle les opérations de l'entreprise, donc le produit ou le service qu'on offre aux clients. Et pour chaque indicateur, on définira pourquoi le mesurer, à quoi ça sert, comment le mesurer, qui va le mesurer, sous quelle forme on va le représenter. Donc voilà pour les indicateurs de processus. Parfait. La 10e étape de ce projet est d'identifier les connaissances. Alors, c'est-à-dire? Alors, effectivement, si je prends un exemple qu'on entend parfois, il y a savoir comment monter un meuble Ikea et il y a être capable de monter un meuble Ikea. Ce n'est pas la même chose. Alors là, il faut capter pour certains processus quelles sont les connaissances qu'il faut avoir pour réaliser un processus. Si je prends par exemple le processus commercial, donc vendre le produit ou le service de l'entreprise, quelles sont les connaissances que je dois avoir. Donc j'ai pris un exemple ici, l'historique du client, il y a les offres qui sont proposées, les offres qui ont été émises, les spécifications du marché local, les spécifications du client, les normes qui existeraient. Donc voilà les connaissances que je dois avoir pour pouvoir faire mon travail. La prochaine étape est d'identifier les compétences requises par rapport à un poste. Alors absolument, c'est quelles sont les compétences qu'on doit avoir pour un poste ou pour un processus. Donc on voit ici un exemple de matrice de compétences. On a tout ce qui est lié au savoir-faire, est-ce que je sais faire certaines choses, il y a aussi le savoir-être. Et puis on identifiera ici, pour chaque collaborateur ou chaque poste, quelles sont les compétences qu'on a ou qu'on doit avoir. Et si c'est des compétences qu'on doit avoir, il faudra définir certains des plans de formation pour les collaborateurs. Très bien. La prochaine étape est l'évaluation des fournisseurs, c'est-à-dire évaluer les personnes ou les entreprises avec qui nous travaillons. Alors effectivement, c'est très important. Si la qualité de ce qu'on reçoit est mauvaise, eh bien on donnera une mauvaise qualité. Donc il faut définir qui sont nos fournisseurs clés, qui auront un impact sur le produit ou le service qu'on offre. Et pour chaque fournisseur, définir des critères de réussite, des critères qualité, évaluer ses fournisseurs peut-être une fois ou 2 fois par année, et définir si on doit aller auditer ces fournisseurs. La 13e étape de ce projet est l'une des étapes les plus importantes puisqu'il s'agit de satisfaire les clients. Alors comment évaluer finalement cette satisfaction? Alors effectivement, on voit toutes sortes de méthodes pour évaluer la satisfaction du client. Est-ce que le client est satisfait du produit ou du service qu'on lui offre? Donc j'ai ici quelques exemples. Il y a d'une part le fameux questionnaire de satisfaction. Donc on envoie un questionnaire de satisfaction au client. Ensuite, il y a les bornes qu'on voit parfois dans certains locaux avec les smileys. Est-ce qu'on est content, pas content ou moyennement content? Il peut y avoir des interviews face à face avec les clients, avec certains clients clés, et aussi des analyses de chiffres. On analyse les pertes des clients, les gains de clients, et au travers de ces analyses, de définir qu'on augmente ou
on augmente la satisfaction ou l'insatisfaction des clients. La 14e étape est de mettre en place une politique qualité. Alors Thomas, finalement, que doit contenir une politique qualité? Alors dans une politique qualité, on voit déjà l'engagement de la direction, on voit d'autres points ici, c'est la finalité de l'entreprise, on notera aussi l'engagement de la satisfaction client, l'engagement auprès de l'amélioration continue, et aussi communication à tous les collaborateurs. Donc il faut que cette politique qualité soit comprise par les collaborateurs et par certaines parties prenantes. La prochaine étape du projet est de pouvoir identifier les propriétés ou prestations des clients. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Alors effectivement, on travaille pour un client, mais le client nous donne certaines choses. Donc, si par exemple un client me demande de réaliser une voiture, mais il me donne le moteur, et qu'ensuite je fais cette voiture et que la voiture ne fonctionne pas, est-ce qu'il ne fonctionne pas à cause du moteur ou de ce que j'ai fait? Donc on définira comment est défini le moteur, est-ce que le moteur est de qualité, et s'il y a un problème, est-ce que c'est le problème de ce que le client m'a donné ou c'est du travail que j'ai réalisé? Si je prends dans un service, si je prends par exemple un immeuble, je dois gérer un immeuble pour un client, il me donne un immeuble et ensuite il se plaint parce que l'immeuble est de mauvaise qualité, il y a beaucoup de problèmes dans l'immeuble. Alors est-ce que c'est le problème de l'immeuble qui m'a donné ou est-ce que c'est à cause de ma gestion? Donc de bien définir ce qui est donné par le client et de définir comment est-ce qu'il le donne. La prochaine étape de ce projet est de sensibiliser le collaborateur au système qualité. Il s'agit là de former et d'informer. Absolument. Donc il y a tout un travail qui a été fait dans cette gestion de projet. Et effectivement, c'est les collaborateurs qui vont mettre en œuvre ce qu'on appelle le système de management de la qualité. Donc lors de cette information ou formation, on va présenter le projet, où est-ce qu'on en est dans le projet. On va présenter aux collaborateurs la politique qualité. On va leur présenter où trouver la documentation, comment trouver cette documentation, comment est-ce qu'ils peuvent participer à l'amélioration continue, donc déclarer des incidents ou des problèmes qui auront eu lieu, déclarer des améliorations. On va leur expliquer ce que c'est que l'audit qualité interne, ce qui est souvent nouveau dans certaines entreprises. Et on va aussi leur expliquer comment va se réaliser l'audit de certification avec la venue d'un auditeur externe qui va valider le système de management de la qualité qui pourrait être certifié ISO 9000. La 17e étape de ce projet est la mise en place de l'audit qualité interne. À quoi ça correspond? Alors là, effectivement, on a défini des procédures, des processus, des checklists, des modes opératoires. Donc on a défini comment est-ce qu'on devrait travailler. Donc il faut voir si effectivement on travaille de cette manière. Donc on va essayer de comparer ça. Donc ça se fait sous forme d'interview. Donc des collaborateurs qui devront être formés à l'audit qualité interne vont aller interviewer certains collaborateurs. Donc on leur annonce qu'on vient les voir. Pourquoi est-ce qu'on vient les voir? On va voir si ça fonctionne bien, ce qui est déjà un renseignement important. Si éventuellement il y a des écarts, est-ce qu'il y a des non-conformités, des écarts par rapport à ça ou des améliorations? Et il faut donc former les collaborateurs à faire de l'audit interne. Et ensuite, il faut faire un planning d'audit où on va définir quels sont les processus qu'on va auditer durant l'année, quels sont éventuellement les postes qu'on va auditer ou des produits qu'on va auditer. La 18e étape de ce projet est la revue de direction. Alors plus précisément Thomas? Alors effectivement, c'est de revoir la direction, dans quelle direction on va, lié au système de management de la qualité. Est-ce qu'il fonctionne bien? Donc ça, en général, c'est fait avec la direction générale. Et on va voir tous les thèmes liés au système de management de la qualité. Donc, est-ce qu'il y a eu des non-conformités? Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Est-ce qu'on a des indicateurs? Comment ça fonctionne? Je vois ici les audits internes. Est-ce qu'ils ont eu lieu? Est-ce que ça a bien fonctionné? La satisfaction client. On va revoir les fournisseurs externes aussi. Les ressources nécessaires pour gérer le management de la qualité. Quels sont les objectifs à venir et aussi quels sont les risques et les opportunités qui ont été relevés. Donc voilà pour la revue de direction qui est faite en général une fois par année. Très bien. Et nous arrivons à cette étape au moment de vérité, c'est l'audit de certification ISO 9001. Comment ça se passe? Alors là, effectivement, tout d'abord, on reçoit un plan d'audit. On va définir avec l'auditeur externe qui est-ce qu'on va interviewer et quels éléments il voudrait voir. Donc ensuite, il va venir interviewer certains collaborateurs et voir ce qu'on appelle des modes de preuve. Est-ce que vraiment c'est mis en place? Et à la fin, il fera un compte rendu pour définir si on est certifié ou pas certifié et quels sont les écarts qui ont été constatés éventuellement. Donc typiquement, on voit ici qu'il va voir si la direction est engagée auprès de la satisfaction client. Il va voir est-ce que les exigences de la norme ISO 9000 sont remplies. Il va voir est-ce que l'amélioration continue fonctionne bien, est-ce qu'on est capable d'améliorer continuellement
le fonctionnement du système de management de la qualité? Est-ce qu'on a une approche des risques qui a été mise en œuvre? Et puis, est-ce que les collaborateurs sont impliqués? Est-ce qu'ils sont au courant de tous ces fonctionnements liés au système de management de la qualité? Alors, dernière étape, nous sommes certifiés ISO 9001. Alors, est-ce que c'est là la fin du projet ou le début d'une nouvelle aventure? Alors Audrey, effectivement, c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc on a gravi la montagne, on est arrivé en haut, mais maintenant il faut y rester sur cette montagne. Et là, il y a toutes sortes d'activités à réaliser, donc je les ai listées ici et je vais te les citer. Un, il faut suivre la certification avec l'organe de certification. Il faut gérer la documentation interne, s'assurer que les collaborateurs ont accès à la documentation, qu'elle soit toujours à jour. Réévaluer les risques, suivre les indicateurs, assurer que les audits de qualité interne soient réalisés. Réévaluer les compétences, réévaluer les fournisseurs, s'assurer de la satisfaction des clients, donc on identifie cette satisfaction, on l'évalue aussi, gérer les non-conformités, gérer les projets d'amélioration, les suivre, communiquer en interne et en externe au sujet du management de la qualité, et évidemment, une fois par année, assurer la réalisation d'une revue de direction. Donc voilà les activités qu'il faut réaliser pour rester au sommet de la montagne. Vous avez maintenant les clés pour assurer la réussite de votre projet lié à la mise en place de votre système de management de la qualité certifié ISO 9001. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous invitons à la liker, à la partager. Si vous souhaitez en savoir plus par rapport à notre outil Optimiso Suite qui permet de gérer et de digitaliser votre système ISO, nous vous invitons sur le site internet où vous aurez toutes les informations. À très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.